Bienvenue à notre prochaine leçon, donc à la troisième leçon dans le cadre de notre cours sur les structures de données et les techniques de programmation. Nous allons parler aujourd'hui des instructions de contrôle dans le cadre donc du bloc complément langage C. Le plan de la présentation serait le suivant. Donc nous parlerons des instructions conditionnelles. Nous parlerons ensuite des instructions itératives, les instructions conditionnelles, c'est-à-dire des instructions de choix, les instructions répétitives ou les instructions itératives. Nous revenons sur les instructions conditionnelles, mais cette fois-ci conditionnelles par cas. On va voir quelques exemples. Alors le cours aujourd'hui suit donc un autre cours, le cours numéro 2, enfin la leçon numéro 2, qui portait sur les types et les différentes expressions et affectations. Là, on va voir un petit peu les structures, les structures non séquentielles. Alors, tout d'abord, pour les instructions conditionnelles, nous allons remarquer que l'utilisation des instructions conditionnelles se fait dans un certain nombre de cas. Alors, avant de parler des instructions conditionnelles, restons un petit peu de temps sur la notion de bloc qui va être utilisée au cours des instructions conditionnelles. Alors, quand on parle de bloc d'instructions, c'est tout simplement un ensemble d'instructions. En langage C ou dans la plupart des langages, on peut regrouper un ensemble d'instructions en un bloc d'instructions. Syntaxiquement parlant, nous avons quelque chose qui ressemble à ceci, c'est-à-dire un bloc. Il est délimité par deux accolades, une ouvrante et une fermante, un ensemble d'instructions. Eh bien, les instructions sont composites, donc je peux avoir plusieurs instructions à l'intérieur d'un bloc. Par ailleurs, dans le même bloc, je peux avoir des variables locales. C'est-à-dire, je peux déclarer à l'intérieur d'un bloc des variables dont la durée de vie, ils vont commencer au commencement du bloc, et puis ils vont terminer, leur durée de vie se termine à la terminaison du bloc. On peut considérer aussi que les fonctions, le code d'une fonction, c'est aussi un bloc. Donc tout ce qu'on a dit sur les blocs, je peux le dire sur les fonctions. Donc le code d'une fonction, il est enfermé dans un bloc. Alors, on va commencer, donc, on a parlé un peu des blocs d'instructions, donc il faut bien comprendre que dès qu'on regroupe quelque chose dans un bloc, c'est une entité un petit peu à part. Maintenant, on va parler des instructions conditionnelles. Vous savez que dans les langages de programmation, quand on parle d'un langage de programmation, il y a trois structures généralement. C'est ce qu'on appelle la propriété des structures. Il y a les structures séquentielles, structures conditionnelles et structures itératives. Alors là, aujourd'hui, on va parler des structures conditionnelles et des structures itératives. Les structures conditionnelles ou les instructions conditionnelles, une instruction conditionnelle, on l'utilise quand? On l'utilise lorsqu'on a à choisir entre une ou plusieurs instructions, entre un ou plusieurs blocs d'instructions. Donc lorsqu'on a plusieurs choix à faire, on utilise une instruction conditionnelle. L'organigramme peut se présenter sous cette forme-là. Donc vous avez au départ une instruction ou un bloc d'instructions, un ensemble d'instructions, selon une condition qui peut être soit vraie, soit fausse, eh bien on peut aller dans une branche ou bien dans une autre. Alors si la condition est vraie, eh bien on va exécuter une instruction, mettons l'instruction 1 ici, et si on est dans l'autre branche, autrement dit, si la condition est fausse, eh bien, on va exécuter l'instruction 2. Et puis, une instruction peut être à la fin complètement de l'instruction conditionnelle. Alors, ce qu'il y a entre cette instruction-là, c'est-à-dire l'instruction en haut, et l'instruction en bas, eh bien, c'est une instruction conditionnelle. On la considère comme une instruction conditionnelle, même si elle encapsule un certain nombre d'instructions, dont un ou plusieurs blocs. Généralement, la syntaxe, c'est pour vous habituer un petit peu à utiliser ces choses-là. Donc la syntaxe d'une instruction conditionnelle, ça ressemble un petit peu à d'autres syntaxes. Il y a quelques petites différences à d'autres syntaxes, d'autres langages, bien évidemment. Vous avez l'instruction if, une expression,
instruction, il y a le point-virgule, else et l'instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette instruction-là, eh bien, elle va exécuter l'expression. A priori, c'est une expression booléenne qui doit donner vrai ou faux, mais on a vu que les valeurs booléennes on sait, c'est 0 lorsque c'est faux, et c'est différent de 0, c'est-à-dire 1, ou différent de 0 lorsque c'est vrai. Lorsque cette expression s'évalue en vrai, autrement dit en une valeur qui est différente de 0, eh bien, l'instruction, la première, elle est exécutée. Instruction ou bloc d'instruction. Sinon, c'est le else, eh bien, l'instruction d'après va être exécutée. Alors, notez que le point-virgule ici, donc c'est un point-virgule qui ne sépare pas en fait deux instructions, mais ça termine une instruction. Donc le point-virgule termine cette instruction-là. Bon, c'est pour cela qu'on retrouve dans tout langage, par exemple en Pascal, le else, on ne peut pas mettre de point-virgule. Alors qu'en C, on peut le mettre, parce que là, le point-virgule, il termine l'instruction et ne sépare pas deux instructions. Alors, c'est une première syntaxe. Évidemment, il y a une deuxième syntaxe qu'on verra tout à l'heure, mais avant, on va voir un exemple simple. Bon, imaginez donc que vous écrivez un programme, ou moi j'écris un petit programme, donc vous vous comportez comme dans la plupart des autres exemples qui vont venir, vous vous comportez comme la machine. Donc un programme, moi je vous donne un caractère, et vous me répondez, est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit? C'est grand ou c'est petit selon que le code ASCII de caractère en question il est plus grand que 100 ou il est plus petit que 100. Eh bien, vous avez ici la première instruction, c'est égal à getChar. Alors, le getChar, c'est une fonction qui vous permet, donc ça permet de lire un caractère à l'entrée standard, c'est-à-dire le clavier. Dès que je tape un caractère, il est pris, et son code ASCII, il est comparé à la valeur 100. Et là, remarquez que je fais la comparaison directement entre la valeur 100, entre le caractère C et la valeur 100, c'est-à-dire que C, elle est considérée comme un caractère et donc comme un entier. Donc je compare les codes ASCII. Si le code ASCII, if C est supérieur à 100, printf grand, sinon, else, printf petit. Et printf, ça affiche ce qu'on lui donne ici à la sortie standard, c'est-à-dire à l'écran. C'est une fonction qui permet d'imprimer une chaîne de caractères ou n'importe quelle valeur, mais d'une façon formatée. C'est ce qu'on peut représenter par un organigramme peut-être un peu compréhensible, c'est-à-dire au départ, je vous donne une valeur, vous la lisez et vous la récupérez dans le caractère C. Si C est plus grand que 100, c'est-à-dire si la valeur ici elle est vraie, autrement dit si la valeur est égale à 1 ou différente de 0 tout simplement, eh bien vous allez afficher grand, et si c'est faux, vous allez afficher petit. D'accord? Et dans tous les cas, on avance dans notre programme. Maintenant, on va voir une deuxième syntaxe, c'est-à-dire la condition, mais sans alternative, c'est-à-dire si l'expression est vraie, if expression, if l'expression, l'instruction est exécutée. Sinon, je ne fais absolument rien, je continue dans tous les cas à la suite. Donc, là, on peut la représenter sous forme d'organigramme. Il est un petit peu différent de tout à l'heure, c'est-à-dire, là, on évalue la condition ou l'expression. Si l'expression ou la condition elle est vraie, eh bien je fais une instruction. Si elle est fausse, je ne fais pas l'instruction. Mais dans tous les cas, la deuxième instruction qui est là, dans les deux cas, elle est exécutée. Que la condition soit vraie ou qu'elle soit fausse, elle est exécutée. Alors, ça nous donne, sur un exemple, un exemple un petit peu pour vous mettre un peu en garde, donc c'est un petit problème qui peut arriver. Ici, c'est très simple, vous écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer un nombre. Si le nombre est égal à 0, il affichera 0. S'il n'est pas égal à 0, il affichera non 0. Donc c'est relativement simple, mais regardez comment je l'ai écrit. Scanf, c'est une fonction. Scanf, ça permet de lire quelque chose, alors non pas un caractère, mais n'importe quelle donnée formatée, de lire par exemple un nombre. Ici, vous avez le format pourcentage D, qui veut dire tout simplement décimal, et je lis un nombre n. On reviendra sur cette adresse, lorsqu'on parlera des fonctions et des passages par adresse. Eh bien, il y a un nombre, et puis on va faire le test. Si n égale à 0,
ou si n différent de 0. Alors là, vous voyez que quand je vous donne un nombre, par exemple 5, n égale à 0, c'est une condition qui est fausse. Printf 0 ne va pas être affiché, non. Ce qui va être affiché, c'est la suite, c'est non 0. Ça marche pour la valeur 5. Mais le problème, c'est que pour la valeur 0, ça ne marche pas. Évidemment, quand n est égal à 0, eh bien, ça affiche 0. Oui, mais ça affiche aussi non 0 parce que cette instruction, elle est exécutée dans les deux cas. Donc, c'est un petit... Il faut faire attention à ces petites choses. Voilà une deuxième syntaxe, mais il faut faire attention à ces différentes utilisations. Donc là, on retrouve un peu, pour comprendre, on retrouve l'organigramme. Donc je demande un nombre, et puis si n égale à 0, eh bien évidemment il va passer pour afficher 0, mais il va aussi afficher non 0. Ce qui n'est pas correct. Alors que si c'est égal à 0, évidemment la condition elle est fausse. Lorsque je donne un nombre qui est différent de 0, évidemment, eh bien elle est fausse, elle affiche quelque chose de non 0, et cette structure, cet organigramme, il est correct. On peut évidemment avoir des instructions conditionnelles où les instructions à l'intérieur peuvent être elles-mêmes des instructions conditionnelles. J'ai parlé tout à l'heure des instructions qu'on va exécuter, mais je n'ai pas précisé est-ce que l'instruction elle est simple, ou est-ce qu'elle est composée, elle contient plusieurs instructions, ou bien c'est un bloc. Bon, là, évidemment, on peut avoir des instructions if, then, if, else, à l'intérieur d'autres instructions if, else. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle des instructions cascadées. Donc, là aussi, il y a un petit... il faut faire attention, c'est-à-dire quand on cascade des if-else, il faut faire attention au cas alternatif. Il concerne toujours le if le plus proche. Je m'explique. Si vous prenez par exemple là, sur cet exemple, vous testez A, est-ce qu'elle est supérieure à 0? S'il est supérieur à 0, eh bien vous testez encore sur X, est-ce qu'elle est supérieure à Y? Bon, je laisse ici les déclarations à part, donc je suppose que les variables sont déclarées. Z égale à X, sinon Z égale à Y. Et là, vous voyez que le else qui est là, il suit le if qui est là. Autrement dit, le else veut dire si X n'est pas supérieur à Y. Mais il ne veut pas du tout dire que si A n'est pas supérieur à 0. Donc le else, il suit le if qui est là. Bien, le problème, c'est que si je veux que le else se comporte vis-à-vis, se comporte comme étant la négation de ce if-là. Eh bien, dans ce cas, je n'ai qu'à déclarer un bloc. J'ai parlé tout à l'heure d'un bloc, c'est-à-dire je mets le if qui est ici, je le mets en bloc. Et quand je le mets en bloc, et le bloc c'est tout simplement ces petits délimiteurs, des accolades, là ça veut dire que le bloc il commence ici et se termine là. Et le else qui est ici, elle doit se comporter, elle doit concerner obligatoirement le if qui est là. Autrement dit, le else veut dire lorsque A est inférieur à 0, ça correspond au cas donc if A est supérieur à 0. Le else c'est lorsque A est inférieur à 0. Voilà, donc les instructions conditionnelles, c'est lorsqu'on utilise donc un choix ou plusieurs. Je peux cascader, je peux avoir plusieurs instructions conditionnelles. Alors maintenant, il y a des cas où on ne peut pas résoudre le problème en faisant de la séquentialité, c'est-à-dire en exécutant les instructions une à la suite de l'autre, et ne peut pas être résolu lorsqu'on donne un contrôle, donc une instruction conditionnelle où on donne un contrôle donc selon une condition, à telle branche, on exécute une telle instruction selon une condition. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre en utilisant ces deux modes d'instruction, ces deux instructions. Alors, parfois, on a besoin de demander à l'ordinateur de répéter un certain nombre de choses un certain nombre de fois. Alors, ça peut être un nombre de fois qui est délimité, défini, mais ça peut être aussi un certain nombre de fois qui dépend de l'utilisateur, par exemple. C'est ce qu'on appelle les instructions répétitives ou les instructions itératives. Alors, une instruction itérative, elle a la forme généralement suivante. On va voir la première forme, la forme for. Donc, vous avez ici, au niveau de la syntaxe, donc vous avez le mot-clé for, et vous avez une, deux et trois expressions qui sont très importantes. Et puis, une instruction, généralement c'est un bloc d'instructions,
hein. Ça peut être une instruction ou plusieurs, évidemment. Si c'est un bloc d'instruction, il faut le délimiter par des accolades. Alors, à quoi ça sert ces expressions? Eh bien, ces expressions, si vous prenez par exemple l'expression numéro 1, eh bien, c'est une expression qui va nous servir pour l'initialisation. Au départ, avant de commencer la boucle, avant de commencer à demander, donc on demande à l'ordinateur de faire plusieurs fois cette instruction qui est là. Avant, eh bien, on va faire un certain nombre d'initialisations, des compteurs, etc. Donc l'expression numéro 1 va servir pour l'initialisation. Elle est exécutée une seule fois. Ensuite, l'expression 2, eh bien, l'expression 2, elle est évaluée au début de chaque répétition, hein, au début de chaque boucle. Au début de chaque boucle, eh bien, on va vérifier, on l'évalue évidemment, mais on vérifie est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Si elle est vraie, ben on continue. Si elle est fausse, on casse la boucle et on s'arrête. Donc l'expression 1, une seule fois, pour amorcer le processus d'itération. L'expression 2, c'est pour voir est-ce qu'on continue ou pas. L'expression 3, ben, c'est un petit peu la manière dont les variables vont être incrémentées. Alors vous savez que dans un ordinateur, on compte en utilisant une variable. C'est une variable qu'on appelle un compteur généralement, qui va nous permettre de dire j'ai fait la chose une fois, j'ai fait la chose deux fois, j'ai fait la chose trois fois, et par le mécanisme d'incrémentation, eh bien on va voir qu'une fois, deux fois, trois fois, donc par un mécanisme d'incrémentation. Je peux incrémenter d'un cran, de deux crans, de trois crans. La manière dont je veux incrémenter, eh bien, se trouve dans l'expression 3. L'expression 3 me permet de dire j'incrémente de cette façon. Donc, ça définit la façon dont on souhaite itérer. Voilà. L'expression 1, la première fois. L'expression 2, est-ce que je continue ou pas? Et l'expression 3, comment je vais continuer? Continuer à faire quoi? À exécuter l'instruction qui va venir après. Alors, ça peut se traduire par cet organigramme-là. Alors, si on le suit, donc vous avez une expression, l'expression 1 qui est évaluée la première fois, donc une seule fois, là on va voir. L'expression 2 est évaluée. Si elle est vraie, eh bien, on va faire l'instruction qui est là. On va incrémenter les compteurs et on va recommencer. Alors, recommencer où? Non pas à partir de l'expression 1, mais à partir de l'expression 2. C'est-à-dire l'expression 1, on l'a fait une fois et on ne la refait pas. Et l'expression 2, on l'exécute. Si elle est encore vraie, on exécute l'instruction. Et l'expression 3, puis on recommence, ainsi de suite. À un moment donné, évidemment, si on veut que la boucle ne soit pas infinie, à un moment donné, l'expression 2 doit être fausse. Et lorsqu'elle est fausse, eh bien, on termine le processus. Lorsqu'elle est fausse, on termine le processus de bouclage et on arrête la boucle. Regardons maintenant un exemple pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc, on va prendre un bloc d'instruction, une fonction, c'est la fonction factorielle. Alors, la fonction factorielle, c'est quoi la factorielle? La factorielle, c'est tout simplement le produit des n premiers nombres, hein, 1, 2, 3, 4, jusqu'à n. Alors, on peut la définir comme étant, donc, la factorielle de n, c'est n multiplié par n-1, multiplié par n-2, etc., jusqu'à 1. Je peux définir donc une fonction factorielle, hein, qui prend en paramètre ici l'entier n, hein, et qui permet donc de calculer la factorielle de n. On voit ici que nous avons besoin d'utiliser une structure itérative parce que pour calculer la factorielle de n, on doit calculer n multiplié par n-1. Une fois qu'on a trouvé n fois n-1, eh bien, on va le mémoriser pour multiplier encore par n-2. On a n fois n-1 fois n-2. Le tout est mémorisé pour multiplier par n-3. Le processus est répétitif, donc on peut utiliser une structure itérative. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va mémoriser dans une variable qu'on appellera ici la variable P. Au départ, il est initialisé à 1. Au départ, il n'y a rien, mais il ne faut pas mettre 0 parce qu'on va faire des multiplications. Il y a a priori 1 et on va les multiplier par 1, n, n-1, etc. Alors, vous voyez bien que la première expression, c'est le début. Dans la première expression, j'initialise mon compteur qui commence à partir de n et qui va descendre. Au départ, il est à n, c'est la partie initialisation, qui va descendre, ça veut dire que la façon dont je vais
incrémenter, c'est plutôt la façon dont je vais décrémenter mon compteur, c'est I moins moins, d'un cran, d'un cran, d'un cran. Et à chaque fois, je dis, est-ce que je répète le processus? Donc je me demande, est-ce que je répète le processus? Selon cette condition-là, est-ce que je suis arrivé à, non pas 0 ici, mais 1? Si I est supérieur strictement à 0, ça veut dire si I est égal à 1. Alors, à chaque fois, je fais une instruction. Et cette instruction, c'est tout simplement, je multiplie, ici vous avez une instruction opératoire, une affectation opératoire, je multiplie ce qu'il y avait dans P par I, et je réaffecte le tout dans la variable P. Alors, ce qui veut dire qu'à la fin du processus ou à la fin de l'itération, j'aurai le tout, donc tout le produit qui se trouvera dans P. Alors, normalement, je peut retourner cette valeur. On verra l'instruction retourne après. Alors, ceci peut être exprimé de la même façon par une boucle où, au lieu d'initialiser juste le compteur, je peux aussi faire rentrer l'initialisation du cumul ou du produit à l'intérieur. Et là, vous avez une expression 1 qui est composée en fait de deux petites expressions. P égale à 1 et I égale à N. Juste une petite remarque, vous avez ici une virgule et là un point virgule. C'est-à-dire que l'expression 1, elle est composée de ces deux expressions. Alors là la virgule, en fait, c'est une expression. Elle-même, c'est une expression. Ça veut dire que cette expression, elle est effectuée. Ensuite, celle-ci, elle est effectuée. Bon, parfois, ça peut être important de regrouper deux petites instructions dans une même instruction en les séparant par une virgule, mais ça sort un petit peu du cadre de nos explications. Alors, je peux faire exactement la même chose que ce que j'ai fait ici. Je peux le faire là, juste en changeant l'expression numéro, l'expression 1. Je peux aussi, et là vous voyez, il y a plusieurs façons d'écrire. Là, vous voyez, vous avez votre boucle for. Il n'y a pas d'expression 1, elle est vide. L'expression 1 qui permet d'initialiser. Il n'y a pas d'expression 3 qui permet de dire voilà comment je vais incrémenter. Elle est aussi vide. Je peux laisser ces choses-là, l'une avant et l'autre après, quand je suis en train d'exécuter les instructions. Alors ça va se passer comment? Eh bien, au départ, le compteur et le produit sont initialisés. Après, il n'y a rien de fait au niveau de l'initialisation. Et je commence, est-ce que I est inférieur ou égal à N? Bon, là, j'ai changé un tout petit peu pour vous montrer un peu que je peux décrémenter comme je peux incrémenter le compteur. Donc je peux commencer à partir de 1 et monter, ou à partir de N et descendre. Alors, quand ici, vous avez I inférieur ou égal à N, ça veut dire qu'on doit reboucler, on doit réitérer. Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais dans l'expression? Je dois cumuler les produits, mais aussi je dois incrémenter. Donc l'incrémentation qui était ici, je peux la faire sortir là. Comme l'expression de départ qui était là, je peux la faire sortir au départ pour l'initialisation. Un autre exemple, bon, dans cet exemple, on complique un tout petit peu les choses, mais je pense que ça peut être relativement compréhensible. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est séparé par des virgules, en fait, ça fait partie d'une seule expression, jusqu'à ce que je trouve ce point virgule. Ce qui est après, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une expression booléenne qui est vraie ou fausse selon est-ce qu'on veut continuer ou pas. Et puis, ce qui est après ce point virgule, c'est une expression qui me dit, voilà comment est-ce que je peux incrémenter les compteurs. Là, on a deux compteurs. On a un compteur I et un compteur J. Initialiser le premier à 0 et le deuxième à 1. Si on fait de la reverse engineering, c'est-à-dire si je vous demande, vous avez un code, qu'est-ce qu'il fait? Ça serait une très bonne question. Qu'est-ce qu'il fait? On va regarder. À chaque fois, vous avez les compteurs, regardez bien les compteurs, ils commencent où? Et puis à chaque fois, comment vous les incrémentez? Alors si vous regardez le compteur I, il est initialisé à 0. Le compteur J est initialisé à 1. Alors, I s'incrémente normalement, plus, plus. J, eh bien, à chaque fois, il est multiplié par 2. Au départ, il est à 1, après, multiplié par 2, donc c'est 2, puis après 4, puis après... Donc, J va prendre les puissances de 2. Et puis, le I qui est là, ça va servir tout simplement pour rassembler ces puissances. Et les rassembler où? Eh bien, les rassembler dans un cumul que j'ai appelé ici C. À chaque fois, C plus égal à J
donc ça cumule les différents j. Alors, autrement dit, on peut l'expliquer sous cette forme-là. C'est une expression qui permet de calculer 2 à la puissance 0, ça c'est la valeur de j au départ. 2 à la puissance 1, c'est la valeur de j après avoir fait la multiplication la première fois. 2 à la puissance 2, eh bien c'est la valeur de j, mais après avoir fait la multiplication une deuxième fois, etc. Et puis, dans le cumul, je fais la somme des différents j. Le premier j, le deuxième j, le troisième, etc. Donc, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 0, c'est 1, 2 à la puissance 1, c'est la valeur de j, 2 à la puissance 2, et les cumuls, c'est-à-dire la somme des différentes valeurs, hein, j, eh bien, je le mets dans C, puis j'ajoute j, dans C, et j'ajoute j, etc., etc. Voilà un exemple de boucle qu'on peut écrire dans le langage C. Alors, évidemment, on peut compacter des choses comme ça en langage C. Bon, moi, je ne suis pas très d'accord pour compacter toujours les choses, parce que après, ben, on obtient quelque chose de très difficile à lire, donc il faut plutôt aérer, c'est-à-dire si on a des initialisations à faire, on peut les faire à l'extérieur de la boucle. Si on a des instructions vraiment qui ne sont pas obligatoirement à l'intérieur des expressions de la boucle, on peut les faire sortir au niveau des instructions, hein, qui ne sont pas à l'intérieur des expressions, on les sort dans les instructions. Alors, on a vu quelques exemples en utilisant la première forme des instructions itératives, c'est la forme for. En fait, on peut dire la même chose pour d'autres formes. En fait, il y a deux formes d'instructions itératives. On va voir la première, c'est l'instruction while. Hein. While veut dire tout simplement tant que. Donc, tant que l'expression booléenne est vraie, eh bien, on va exécuter l'instruction. L'instruction, elle est là. Et le test, il est fait au début. C'est-à-dire, avant d'exécuter l'instruction, je regarde l'expression, est-ce qu'elle est vraie ou faux. Je l'évalue, je regarde si elle est vraie. Si elle est vraie, je fais l'instruction. Si elle n'est pas vraie, je ne la fais pas. Si elle est vraie, je fais l'instruction et je recommence encore avec le test, encore plusieurs fois. Hein. Donc la répétition est générée à condition que l'expression soit vraie. Lorsqu'elle est fausse, on casse l'instruction itérative. Une deuxième forme d'instruction itérative, eh bien, c'est l'instruction do while. Do while, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire je fais l'instruction tant que l'expression qui est là est vraie. C'est-à-dire, la répétition, elle est générée à condition que l'expression soit vraie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec la seule différence ici qu'on a, c'est que le test n'est pas fait au début, mais il est fait à la fin. Cela veut dire que ici, avec mon instruction do while, je suis sûr que je fais l'instruction qui est là, je l'ai fait au moins une fois. Parce que le test d'arrêt, il est réalisé à la fin de la boucle. Voilà, alors encore un exemple pour vous montrer un peu, bon c'est le même exemple, c'est le calcul de la factorielle, pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser cette deuxième forme d'instruction itérative. Là vous voyez que le calcul de la factorielle de tout à l'heure, donc j'ai le produit initialisé à 1, et bien je continue tant que n est supérieur à 0, je prévois que mon compteur, en fait c'est n lui-même. Hein, donc j'ai un nombre n que je dois multiplier par n-1, puis par n-2, etc. Donc il va se décrémenter, la valeur va se décrémenter jusqu'à ce que j'arrive à n égale à 1, autrement dit, n strictement supérieur à 0. Alors quand la valeur elle est supérieure à 0, qu'est-ce que je fais? Je multiplie le produit P, ce qu'il y avait déjà enregistré dans P, je le multiplie par n, et ensuite je décrémente n, et je fais ceci jusqu'à ce que l'expression n supérieure à 0 devienne fausse, autrement dit, lorsque n devient égal à 0. Et puis, je retourne la valeur p pour la fonction factorielle. Juste une petite remarque, c'est que cette fonction-là, elle marche pour n égale à 0 aussi, parce que là, on remarque que lorsque n égale à 0, dès le départ, n, est-ce qu'elle est supérieure à 0? Non. Eh bien, dès le départ, rien n'est exécuté au niveau de la boucle, c'est-à-dire on revient pour retourner automatiquement P. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans P? Il y a 1, on retourne la valeur 1, et la factorielle de 0 c'est égal à 1, donc sans aucun problème, ça marche pour n égale à 1. Évidemment, pour n inférieur à 0, là c'est un autre problème, eh bien, pour n inférieur à 0, il va retourner aussi 1.
Donc là, normalement, on devait faire un test pour vérifier est-ce que la valeur de n est plus grande ou inférieure à 0. Ça nous fait référence un petit peu aux structures conditionnelles qu'on a vues tout à l'heure. Alors, avec la troisième forme, c'est-à-dire do while, où le test est fait à la fin, eh bien, on peut faire exactement la même chose. Là, vous remarquez que là, puisque pour n égale à 0, eh bien, tout à l'heure, on n'avait pas fait de boucle. C'est-à-dire, dès le départ, on a testé, on est sorti et on avait une valeur. Là, on est obligé de faire l'instruction au moins une fois. Donc, ça ne peut pas marcher pour n égale à 0. Alors, c'est pour cela qu'on peut ajouter ce petit test. Si n égale à 0, on retourne 1 parce qu'on connaît la valeur de 0, factorielle, c'est 1. Et pour les valeurs qui ne sont pas égales à 0, eh bien, je peux faire une boucle do while. Alors, je fais la multiplication et puis je teste. Est-ce que n est supérieur à 0? Non. Eh bien, je recommence. Et là, vous voyez ici que je peux inclure dans l'expression booléenne, je peux inclure la façon dont je fais évoluer le compteur, donc la décrémentation de n. Petite remarque aussi là, c'est que je dois faire une décrémentation de n en faisant moins moins n et non n moins moins. Autrement dit, je dois d'abord décrémenter avant de faire le test, est-ce qu'il est supérieur à 0. Alors, on va, juste pour regrouper un petit peu, pour avoir une vision globale des instructions conditionnelles, des instructions itératives, eh bien, on peut voir un exemple relativement simple, un exemple de jeu, mais vraiment très très simple. Donc, je me mets à la place d'un utilisateur, vous êtes en train de programmer un petit programme qui, ça consiste à quoi le jeu? Ça consiste à me demander de choisir un nombre. Donc moi, je vais essayer de choisir un nombre. En fait, le nombre, vous l'avez choisi, vous, au hasard. Vous êtes l'ordinateur, vous avez choisi le nombre au hasard. Hein, mettons, entre nous, mettons, vous avez choisi 30, vous me demandez, entrez un nombre. Moi, je vous dis 40, vous me dites, non, c'est trop grand. Je vous dis 35, non, c'est trop grand. Je vous dis 20, non, c'est trop petit, etc. Vous êtes en train de me guider jusqu'à ce que je trouve 30. Lorsque je l'aurai trouvé, vous me dites, c'est très bien, bravo, vous l'avez trouvé en 5 essais, 6 essais, 7 essais. Voilà. De la spécification de mon petit jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on peut implémenter ceci? Alors, vous voyez ici la sortie de votre programme, donc le jeu de plus petit, plus grand. L'ordinateur doit demander entrer un nombre entre 0 et 99, par exemple. 80, non, trop grand, un autre nombre. 25, trop petit, un autre nombre. Trop grand, un autre nombre, trop petit, etc. Et à un moment donné, eh bien, bravo, vous avez trouvé en 7 essais. Et le nombre qui a été choisi par l'ordinateur, en fait, qui est caché, c'était 47. Bon, c'est un exemple qui peut faire rire, évidemment, mais c'est un exemple très très typique. Le nombre 47 qu'il a, évidemment, c'est un nombre qui est choisi au hasard. Et c'est un jeu qui ne peut pas être rejoué si jamais le nombre 47 cherché il est fixe. Évidemment, il faut que le nombre change au fur et à mesure. Alors, ça nous donnerait quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, le nombre que je recherche, eh bien, rand, c'est une fonction qui permet de générer, donc c'est un générateur de nombres aléatoires. Donc, ça permet de générer un nombre au hasard, compris entre 0 et 100. Alors, c'est pour cela que je fais le reste de la division euclidienne par 100, donc là, le modulo. Donc, rand, ça me donne un nombre a priori quelconque, et je prends le reste de la division. Ça, c'est le nombre recherché, et l'utilisateur n'a aucune idée du nombre. D'un jeu, d'une exécution à une autre, le nombre peut changer. Alors, maintenant, le programme, il demande un nombre. Évidemment, il y a un certain nombre d'affichages entre le nombre, etc. Et il vérifie, est-ce que le nombre est différent du nombre recherché, le nombre que l'utilisateur a donné? S'il est différent, eh bien, il n'a pas trouvé, donc il recommence. Entrez un autre nombre. Entrez un autre nombre. Bon, vous voyez très bien ici que l'affichage du style c'est trop petit ou c'est trop grand, il n'y est pas. D'ailleurs, si vous exécutez ce programme, qu'est-ce qu'il va vous faire? Eh bien, il va attendre que vous donnez un nombre. Si moi, j'étais l'utilisateur, il va me demander un nombre, je rentre le nombre, c'est différent. Il ne va rien me dire. Et puis je rentre un autre nombre, c'est différent, il ne va rien me dire. Il répète, eh bien, je risque de ne jamais le trouver. Il faut qu'il me donne une idée. Alors cette idée vient ici. C'est-à-dire, si le nombre recherché n'est pas celui si le nombre donné n'est pas celui qu'on recherche, donc si c'est différent, eh bien, on va regarder ce qu'on va afficher, petit ou grand, pour guider l'utilisateur. Si le nombre
recherché est plus petit, ben on va dire c'est petit. Dans l'autre cas, on va dire que c'est grand. Et puis on recommence. Là, la boucle, elle est un petit peu plus complexe. En fait, vous avez ici la structure de boucle avec la sortie de la boucle. La sortie, c'est là où on va dire que c'est, vous l'avez trouvé, c'est bravo. Et sinon, on reboucle. Mais en rebouclant, on va faire un test. Donc, c'est une instruction conditionnelle pour dire, non, c'est trop petit, recommencer. Non, c'est trop grand, recommencer. Alors, ben, ça s'exprimera par ce programme qu'on va voir ensemble. Évidemment, on va regarder l'idée. Il y a un certain nombre de choses que ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Vous avez ici votre programme. Il est réduit à une seule fonction, qui est la fonction main. Et vous voyez ici, j'ai déclaré une variable qui indique le nombre d'essais. Nombre d'essais à 0. Et puis le nombre recherché. nr égale rand modulo 100, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour le générateur de nombres aléatoires. Donc l'ordinateur permet de générer un nombre au hasard, compris entre 0 et 100. Bon, avant, il faut initialiser le générateur de nombres aléatoires. Ça, c'est le travail de la fonction randomize. Bon, entrer un nombre entre 0 et 99, ça c'est la première des choses. Et ensuite, on va rentrer dans la boucle. La boucle que j'ai utilisée, c'est la boucle do while. Et vous voyez que je sors de la boucle lorsque n est différent de nr, autrement dit le nombre donné par l'utilisateur, il est différent du nombre recherché, et on commence à chaque fois à faire ces instructions, ce bloc d'instructions, scanf. Donc on demande un nombre à l'utilisateur, c'est un essai en plus, donc je viens de demander entrer un nombre, et si le nombre est plus petit, on affiche trop petit un autre, si le nombre, sinon, on reteste, si le nombre est plus grand, eh ben, c'est trop grand. Alors le else qui est ici, ça sert tout simplement pour séparer le cas n supérieur à 0 et n égale à 0. Parce que lorsque n égale à 0, je sais que j'arrête la boucle dans son ensemble. Ce n'est pas la peine d'afficher quoi que ce soit. Donc c'est pour cela que j'ajoute ce else. Et lorsque j'ai terminé, lorsque l'utilisateur a trouvé le bon nombre, eh bien je lui affiche bravo, trouvé en un certain nombre d'essais. Et le nombre d'essais, eh bien je l'affiche ici, et vous remarquez qu'en fait, à chaque fois, essai elle a été incrémenté pour compter le nombre d'essais, une touche pour terminer, et je termine le programme. Voilà donc un exemple, j'ai dit que c'est un jeu. Bon, en fait, le principe des jeux, il est basé sur ceci. Donc c'est un jeu qui regroupe les deux aspects, les deux principes qui sont le principe de conditionnel, le principe itératif. On peut voir un autre exemple sous forme d'exercice, alors que vous pouvez passer si vous voulez faire ça sous forme d'exercice. Donc c'est un programme qui permet de, prenant un fichier, bon, on va commencer à partir de l'écran, du clavier. C'est-à-dire on va lire une suite de caractères, donc un fichier lu au clavier, on va afficher le nombre de caractères, le nombre de lignes et le nombre de mots. Bon, ça c'est une commande qui existe déjà dans un certain nombre de systèmes d'exploitation, notamment sous Unix, Word Counter. Comment est-ce qu'on peut l'implémenter? C'est-à-dire, il va me dire que je prends une exécution possible, je tape le texte ici, tout dépend de tout, toutes les choses se tiennent, etc. Donc je tape le texte. Lorsque j'aurai terminé, ici je tape une marque de fin de fichier, en l'occurrence ici c'est CTRL-D, et à la fin il va me dire, le programme doit me dire, vous avez tapé 2 lignes, 1, 2, vous avez 15 mots, donc si on compte le nombre de mots on va trouver 15, et vous avez 86 caractères. Donc si on compte le nombre de caractères, y compris les espaces, les retours à la ligne, les points, les virgules, etc., on va trouver 86 caractères. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Alors, évidemment, ce problème, on voit bien que on va lire les caractères du texte un par un. Le premier caractère, le deuxième. Donc c'est une boucle jusqu'à la fin du fichier, jusqu'à la fin de la lecture du texte. C'est une instruction itérative. On va tester pour chaque caractère, eh bien, est-ce que c'est un caractère normal? Si c'est un caractère normal, eh bien, ça fait un caractère de plus. Donc on aura un compteur pour le nombre de caractères. Si c'est un caractère qui est un espace, on sait que c'est un mot en plus, donc le compteur des mots va être incrémenté. On suppose, pour simplifier, que les mots sont séparés par des espaces, des tabulations, des retours à la ligne. Et si
on trouve un retour à la ligne. En fait, le retour à la ligne, c'est un caractère qui n'apparaît pas ici, évidemment. Eh bien, si on trouve un caractère qui est le retour à la ligne, le compteur pour le nombre de lignes doit être incrémenté. Voilà le principe. Grosso modo, évidemment, on peut l'écrire, donc vous pouvez l'écrire tout seul. Moi, je vous donne ici, je vous livre ici le code, hein, mais c'est très pratique de le faire sous forme d'exercice, donc pour vous amuser. Nous allons revenir maintenant aux instructions conditionnelles, mais nous revenons au cas où les instructions sont imbriquées. Nous avons plusieurs instructions imbriquées, donc plusieurs instructions conditionnelles, l'une à l'intérieur de l'autre. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des instructions conditionnelles par cas. Alors, la syntaxe générale d'une instruction conditionnelle par cas, c'est le switch du C. Lorsqu'on évalue une expression, elle nous donne une constante, eh bien, on va donner la main pour exécuter une instruction donnée. Alors, le seul problème, c'est que, enfin, le seul problème, des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est que l'exécution de l'instruction n'arrête pas, en fait, le switch, on continue sur les autres instructions. Regardons sur un exemple. Si vous exécutez, par exemple, ce code-là, qui demande donc un caractère à l'utilisateur, on va regarder, selon la valeur de i, si c'est par exemple le caractère a, eh bien, la variable CA, qui est une variable, qui a un compteur, va être incrémentée. Mais aussi, les autres variables vont être incrémentées. Hein. Alors, normalement, ça ne ressemble pas aux autres langages, aux autres conditionnels, aux autres instructions conditionnelles par cas dans d'autres langages. Alors, c'est pour cela qu'on introduit des instructions ou des breaks au niveau des instructions par cas. Alors, si on oublie, on nommait donc les close case constantes. Par exemple, ici, un switch i j++, il n'y a pas de close case. Eh bien, dans ce cas, j'évalue l'expression qui est i, mais je ne fais absolument rien. Donc, i est évalué, j++ est ignoré, rien à faire. Alors, si je fais, par exemple, switch i default, donc le default veut dire tout simplement dans les autres cas, eh bien, y égale f de x. Ça, c'est exactement y égale à f de x. Donc on peut ajouter un break pour casser la structure. Alors ça nous donnerait donc l'exécution après le break se poursuit après cette structure. On aura quelque chose qui ressemble à ça. Donc quand j'ai le caractère CA, ben, je l'incrémente et je fais un break et je sors complètement de la structure. Voilà. Donc j'ai terminé cette leçon, donc j'espère que vous avez compris un petit peu de quoi il s'agit. Je vous présenterai la prochaine fois les fonctions. Je vous remercie de votre bienveillance et à bientôt.